Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de mon métier, la socio-esthétique. La socio-esthétique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une spécialité du diplôme d'esthéticienne qui nous permet en fait d'intervenir auprès du public fragilisé principalement par la maladie, mais on peut aussi accompagner en fait les personnes qui sont en réinsertion professionnelle, qui sont en recherche d'emploi et ce grâce à plusieurs types d'ateliers qu'on va proposer. Donc les ateliers qu'on peut proposer peuvent être collectifs, individuels. La socio-esthétique en fait va venir en renfort des équipes médicales pour le confort du patient. Nous, c'est vrai qu'on a besoin de cette base qui est le CAP esthétique pour pouvoir faire de la technique adaptée par la suite. On s'inscrit vraiment dans une démarche d'accompagnement, vraiment un projet qui va être étudié pour le patient spécifiquement. Ce que je vais proposer à mon patient Y, je ne vais pas le proposer à mon patient B. Parce que voilà, on intervient finalement dans la chaîne de tous les professionnels qui s'unissent autour du patient pour pouvoir déterminer en fait qu'est-ce qui lui correspond le plus. J'essaierai de vous lister un petit peu les endroits où on peut intervenir. Malheureusement, ces soins ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, donc je vous avouerai que c'est un métier assez libéral. On peut être en fait considéré finalement comme intervenant extérieur en fonction des structures ou alors inclus par le projet d'établissement, mais encore ça dépend pareil de la politique de l'établissement de santé. C'est un sujet très vaste. Dans le domaine par exemple de la réinsertion, on peut proposer des ateliers d'automassage. Pourquoi? Pour travailler par exemple sur la gestion du stress, on va en fait conseiller les personnes qui viendront à nos ateliers sur des techniques, des manœuvres relaxantes pour en fait les aider à pouvoir appréhender le stress au travail. Ça peut passer par des conseils au niveau de la tenue vestimentaire pour les personnes qui se relancent dans le domaine du travail parce qu'il y a des codes, qu'on le veuille ou non, dans le monde du travail. Donc voilà, c'est des petits conseils qu'on peut revoir avec ces personnes-là. L'important, c'est vraiment de suivre finalement toutes ces personnes dans le temps. Un atelier de socio-esthétique de manière ponctuelle, j'ai envie de dire, ne sera pas pertinent ni pour la praticienne ni pour le patient, tout simplement parce qu'on ne pourra pas en fait évaluer ni juger l'impact qu'aura eu cette profession vis-à-vis du parcours de la personne. Donc c'est pour ça que c'est très important en fait de prévoir dans le temps plusieurs ateliers qui pourront nous permettre de démarrer un accompagnement, d'observer des choses, de poser des objectifs pour les personnes accompagnées et après de statuer à la fin pour voir si notre travail a été reçu positivement, s'il a eu des impacts vis-à-vis de cette personne. Moi, je suis super heureuse en fait d'avoir pu réaliser ce projet professionnel. Je vous avouerai que moi, j'ai toujours aimé le bien-être et à la fois le prendre soin. Et en fait, c'est vraiment un métier qui me permet de combiner les deux. Donc, c'est un métier en voie de développement. Je vous avouerai que c'est pas simple. On n'est pas encore vraiment connu des équipes médicales ou encore des structures. Donc, c'est vraiment en fait taper à la porte et dire nous sommes là, est-ce qu'on peut s'expliquer, vous expliquer quelles sont nos missions pour pouvoir intervenir. Donc il y a des personnes qui nous font confiance, heureusement, et puis pour certaines arrivent à vraiment s'inclure dans un projet de structure, et puis pour d'autres où c'est un peu plus compliqué parce que voilà, la politique de l'établissement ne considère pas malheureusement ce métier et c'est très compliqué. Il n'y a pas de budget en fait finalement qui sont débloqués pour nous et ça peut être compliqué de se faire une petite place, mais je ne désespère pas. Je voudrais aussi rajouter qu'il est important en tant que socio-esthéticienne de voir le positionnement. Il est très important parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un métier qui est un petit peu à cheval sur plusieurs professions. On peut très bien avoir de l'écoute active qu'on propose aux patients, donc un temps d'écoute ou voilà, on réfléchit en fait avec le patient, qu'est-ce qui est possible de faire pour améliorer sa condition. Pour les personnes pareilles qui seront en recherche d'emploi, quand on a un atelier finalement basé sur des conseils, on n'est pas obligé en fait finalement d'être dans l'action. La temporalité aussi est très importante. Ce ne sont pas des soins qui sont chronométrés. Alors après, quand il s'agit bien évidemment d'une socio-esthéticienne qui intervient dans un seul et même établissement, bien sûr qu'elle est obligée de se fixer voilà, des créneaux horaires à apporter. Mais je veux dire, comparativement par exemple à des soins infirmiers où on sera vraiment obligé de tenir en compte du reste du service et des patients. Comme en fait, en fonction des services, on n'est pas obligé de voir tous les patients, c'est pas tous les patients qui sont en demande, ni et bien du coup, en tant que socio-esthéticienne, la temporalité, elle est importante pour nous. On peut passer beaucoup plus de temps au chevet du patient. On peut lui proposer finalement un temps d'écoute beaucoup plus long.
Et en fait, c'est pour ça que les équipes médicales sont ravies qu'on peut collaborer avec eux parce que ce temps-là qu'ils n'ont pas eu le temps d'apporter, du coup, nous, on est là en renfort pour permettre à ces personnes de ne pas se sentir isolées. Donc, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais j'aimerais bien aussi vous décrire un petit peu les lieux de stage que j'ai pu fréquenter. Donc, j'ai pu effectuer un stage en service de dialyse. D'ailleurs, l'écriture de mon mémoire s'est faite sur finalement comment améliorer le confort des personnes dialysées sur le temps de dialyse. Et franchement, c'est un service qu'on ne soupçonne pas et qui en fait mérite vraiment de pouvoir avoir des socio-esthéticiennes qui interviennent à temps plein, pourquoi pas, auprès de ces patients. Des personnes qui passent de très longs moments branchées à une machine et qui ont besoin en fait de parler. En plus, je vous raconte pas avec le coco. Je pense que vous avez vu de quoi je veux parler. Eh bien, c'est des personnes qui sont souvent malheureusement finalement installées en chambre seule, qui n'ont pas pendant 4 heures de temps d'échange parce qu'on les a branchés, ils sont autonomes et puis ils font que lire. Ils écoutent de la musique et puis en fait finalement ce sont des journées comme ça qui se répètent. Tous les patients dialysés ne sont pas non plus ne bénéficient pas d'un emploi. Donc ce sont vraiment des personnes qui ont des journées et des séjours très cycliques et qui se ressemblent. Donc là, le travail de la socio-esthéticienne, ce sera quoi? Apporter un temps d'écoute, pourquoi pas, en fonction des demandes et des besoins du patient. Pouvoir permettre aux patients de bénéficier, pourquoi pas, d'une mise en beauté au niveau des mains. D'une mise en beauté tout simplement au niveau du visage et pourquoi pas, et surtout, parce que ce sont des patients qui ont des crampes, qui en général ont un problème au niveau du sommeil et qui, durant leur temps finalement de dialyse, soit dorment, soit ont du mal en fait à pouvoir s'endormir. Et bien du coup, pourquoi pas un massage au niveau des membres inférieurs, parce qu'il y en a beaucoup qui font de la rétention d'eau. Ça peut être aussi des massages au niveau des mains, des membres supérieurs. En fait, si vous voulez, la socio-esthéticienne va intervenir en fonction de la demande, du besoin du patient, pour pouvoir apporter un soin de qualité à la personne auprès de laquelle en fait on va intervenir tout simplement. Donc je vous disais par rapport à mes lieux de stage également, après le service de dialyse, j'ai pu effectuer mon stage en IME, donc ce sont des instituts médicaux éducatifs pour des enfants en situation de handicap et là encore, il s'agissait d'enfants atteints d'autisme. Et franchement, ça a été une expérience mais tellement enrichissante parce que, pareil, c'est un secteur en fait où j'aurais jamais pensé qu'une socio-esthéticienne pourrait intervenir et je vous avouerai que ces enfants avaient une salle. Cette salle était dédiée à ce moment dans la semaine pour eux où il fallait extérioriser cette colère, ces gestes un petit peu de violence qu'ils peuvent avoir. Tout ça est dû à leurs troubles, bien évidemment. Et en fait, la cadre la coordinatrice, en fait, tout simplement de l'IME, qui nous disait que sur les 3 semaines où nous avons été en stage, très peu d'enfants avaient été dans cette salle. Et franchement, ça nous a fait plaisir et ça nous a fait du bien parce que ce sont des enfants qui ont beaucoup de mal avec le toucher. Et il fallait réfléchir à des stratégies pour pouvoir rentrer en contact avec eux. D'abord accepter bien évidemment leur consentement. Et puis c'est passé par différents ateliers. Je sais qu'il y a des filles de ma classe aussi qui ont intervenu auprès de centres sociaux, notamment pour des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Donc ce qu'on appelle le bus des femmes. Donc c'est un bus itinérant qui va dans plusieurs villes et qui permettent en fait à des femmes victimes de violences de pouvoir bénéficier de soins. Donc ça passer par des conseils de maquillage, des conseils au niveau vestimentaire, des bonnes couleurs à adapter en fonction de son teint, en fonction de sa morphologie. Donc je sais qu'il y a un travail aussi très intéressant qui a été fourni par certaines filles de ma classe, en EHPAD bien évidemment. Là comme ça, les lieux de stage ne me reviennent plus, mais je sais qu'ils étaient assez variés et dans l'ensemble, nous avons toutes été conquises par nos lieux de stage. Donc voilà. La formation de socio-esthétique, comme je vous le disais au début, nécessite en fait la base, c'est-à-dire le CAP, l'obtention du CAP esthétique et la spécialisation donc de ce diplôme qui vous donne accès en fait à la profession. En fonction des écoles, elle est proposée sur 1 à 2 années. Moi, je vous avouerai que mon école proposait le cursus accéléré, le double cursus. Donc moi, je l'ai fait en 1 an. Il faut savoir que si vous choisissez de le faire sur 1 an, c'est une année mais extrêmement
difficile. Pourquoi? Parce que vous avez les cours en fait finalement de pratique dans la partie CAP que vous êtes obligé de maîtriser parce que l'un ne va pas sans l'autre. Vous passez en fait finalement de protocoles pour gérer une clientèle à des protocoles de soins dans l'accompagnement d'une personne malade ou en difficulté. Et j'avoue que le positionnement n'est pas du tout le même. Dans la partie CAP, on sera vraiment sur des cours pour apprendre à gérer toute une clientèle, un institut, alors que dans la partie socio-esthétique, il faut savoir ne plus forcément faire attention à toute la chronologie finalement de nos gestes, parce que tout va dépendre en fait de la personne qu'on aura en face de nous. Donc j'avoue que c'est un petit peu compliqué. Puis on a la partie du mémoire aussi à la fin de l'année qui nous est demandée et qui nécessite aussi un travail mais colossal. Voilà. Avant de pouvoir clôturer cette vidéo, je vous avais demandé sur Instagram de me poser des questions auxquelles je n'aurais pas forcément pu penser ou répondre spontanément. Et c'est parti avec la première question. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients de cette profession? Je dirais, en termes d'avantages, c'est qu'on a vraiment une relation exclusive, en fait, que ce soit avec l'entourage, avec la personne accompagnée et l'ensemble de l'équipe médicale. On est vraiment dans un rapport, en fait, de bien-être. Donc, on fait du bien aux personnes qu'on accompagne. En tout cas, on essaye au maximum. Et j'avoue que c'est vraiment un métier qui nous permet aussi d'être créatifs. Réfléchir à des supports pour pouvoir en fait mener la personne à pouvoir nous parler, à pouvoir nous exprimer ce qu'elle ressent. Et pour quelqu'un qui adore en fait le côté créatif, je trouve que c'est vraiment un métier qui est assez, qui me ressemble et dans lequel je m'épanouis beaucoup. La partie des inconvénients. La partie des inconvénients, je dirais que comme c'est un métier en fait en développement, c'est compliqué de pouvoir trouver du travail, sauf si vous avez en fait votre structure de stage qui vous emploie directement après. C'est un métier aussi très physique finalement, donc qui demande un entretien de votre personne avant tout. Et ça, c'est important. Donc, je le mettrai, oui, dans les inconvénients parce que il faut prendre conscience qu'on est vraiment obligé de s'adapter à la personne et des conditions en fait de travail tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'on arrive à un domicile, si le domicile n'est pas doté finalement d'un lit médicalisé, il faut pouvoir vous adapter. Donc ça demande de l'adaptabilité et c'est pas forcément quelque chose que tout le monde peut et arrive à faire. Donc je trouve que c'est important quand même de le signifier. Pourquoi j'ai choisi ce métier? Je pense avoir déjà répondu à cette question, mais c'est un métier qui fait appel à la créativité, au prendre soin, au conseil aussi à la personne et puis au toucher. Et c'est un métier en fait qui me ressemble, qui reprend un petit peu toutes ces parties de moi, de ce que j'aime dans la vie. Et voilà, c'est pour ça que je l'aime. C'est un métier de contact. C'est un métier qui nous permet sans cesse de pouvoir se former, donc aux techniques de massage, au développement créatif, c'est-à-dire imaginer sans cesse des outils qui vont nous permettre d'aller à la rencontre du public, qui fait un petit peu de prévention en santé aussi. Franchement, j'aime, je kiffe mon métier et j'espère pouvoir continuer de le développer davantage parce que bon, je vais pas mentir, le début est un peu difficile, mais je suis convaincue que on peut arriver à faire de très très belles choses. Est-ce que c'est un métier que je vais exercer toute ma vie? J'ai pas la réponse. J'espère pouvoir développer en tout cas mon activité le plus loin possible. Maintenant, si j'ai des opportunités, des portes qui s'ouvrent, pourquoi pas. Maintenant, je pense que de toute façon, mon activité sera toujours basée sur la socio-esthétique. Je sais pas, on verra bien. Deux autres questions qui m'ont été posées, dont une qui m'a fait vraiment exploser de rire. Quelle est la différence entre highlighter et eyeliner? Du coup, l'highlighter, c'est ce qu'on va porter au niveau, par exemple, des pommettes et du bout du nez, pour ceux qui aiment. En vrai, on le place où on veut. Qui va servir en fait à pouvoir illuminer une zone du visage. Et l'eyeliner, c'est voilà, ce trait qu'on va effectuer avec la petite virgule qui se place au niveau des yeux en général. Et est-ce que j'ai pu trouver dans ma formation un nouveau binôme aussi excellent que toi?
absolument pas. Alors, bien évidemment, ma classe, elle était pépite cette année. Ce sont des personnes qui m'ont permis, comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, de me faire une place en condamné. Et franchement, ça s'est très bien passé. Mais mon Guillaume, tu sais pertinemment que notre binôme était juste excellent en école d'infirmière. Voilà. On va pas comparer les deux, mais tu sais. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, si vous avez encore des questions à me poser, des interrogations par rapport à ce métier encore méconnu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous fais tout plein de gros bisous et prenez soin de vous.